Nous voici de retour après une petite pause. On est en train de finir le psaume 151. On arrive presque à la fin, là, on est content, mais on n'a pas tout à fait fini, évidemment. Alors, donc ici, on en était donc à cette phrase où on nous dit Lo Bachar, Adonai Elohim, bam, le Seigneur ne les a pas choisis, donc il n'a pas choisi ses frères. Mais alors, qui donc Dieu a-t-il choisi? Le mystère est entier, et donc nous allons bientôt découvrir ce qui s'est passé. Alors, on y retourne. On en était là, attendez que vous ne bougez pas que j'affiche la suite du texte. Voilà. Ensuite, qui veut nous lire la suite? Allez, on vous écoute. Alors, Vanishlar, Valikrani, Mehararei, Hatson. Je fais déjà ça peut-être. Écoutez, oui. Non, oui, on peut. Attendez, oui, je vais coller ça ici. Hop, le texte. Hop, mettre ça un peu plus gros. Tac, 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 tac. Non, ça marche pas si. Oups. Non, je fais pour écrire plus gros. Ça peut-être pas trop quand même. Alors, on vous écoute. Donc, j'ai mis un patar sous le val, Dagesh dans le yod et Erek sous le yod. Donc, un shin, Chine, Shva, et patar sous le Patar, lamet, patar sous le val suivant, Dagesh dans le yod et Erek sous le yod, Rirek, Shfa sous le kof, patar sous le resh, Ret, ret, pardon, Rirek sous le nun. Ah oui, et Dagesh dans le kof. Dagesh dans le coffre, d'accord. Mais à pareil, donc serré sous le nun, Serré, patar sous le LF Patar, et Rachel patar sous le ret, Kamet sous le B et Rolam sur le bad. et Donc j'ai compris comme et il envoya, donc il envoya en formule habituelle, il envoya des messagers chercher. Et il me prit de derrière mon troupeau. D'accord. Donc, et il envoya, et il me prit de derrière mon troupeau. C'est ça que vous avez dit? Le troupeau. Le troupeau. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, les autres? C'est comme ça, c'est ça que vous avez compris aussi, c'est comme ça que vous avez vocalisé. J'ai une différence sur Vaïk. Alors, Hervé, oui. Moi, j'ai plutôt vocalisé Vaïekareni. Voilà. Alors, Vaïekacheni. Alors, très bien. Alors, donc Dagesh sous le yod. Dagesh dans le iode. Très bien. Avec quelle voyelle? Oui, ouais. Pardon, avec non, un shva, pardon, excusez-moi. Un Voilà. shva sous le iode. Vaïekar. Alors, ensuite, sous le kof, un patar. Patar sous le coffre. Oui, avec un dagesh dans le kof, toujours. Hein. Avec un dagesh dans le Ça, coffre. c'est le verbe lakar. Et puis, donc, kareni, un tséré sous le ret. Serré sous le chet. Un tséré sous le ret, à supposer que l'accent soit Avec sur le l'accent. ré. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, autre vocalisation proposée par Hervé. Qu'est-ce que vous en dites les autres? D'accord, pas d'accord? Et pourquoi? Alors, c'est le verbe lakar, oui, ça je pense Hervé aussi est d'accord là-dessus. Tout... Oui. Bon, déjà, est-ce que tout le monde est d'accord pour lire le verbe lakar? Est-ce que vous avez pensé à d'autres verbes que lakar? Non? Verbe lakar? Est-ce que vous avez pensé à autre chose? Moi, lakar, ça me va très bien. Hein. Ok? Bon, très bien. Donc, on part sur l'idée que c'est le verbe lakar.
se pose ensuite la question du shem. Kal, Piel, Poual, Ipael, Ifil, Ophal, etc. Alors, vous partez sur quel... sur, Okal, Okal, très bien. Et ensuite, c'est accompli, inaccompli, c'est du Vayiktol, très bien. Donc on est d'accord là-dessus, on prend Kal, Vayiktol, du verbe lakar. D'accord, très bien. Alors, si on regarde ça, on va mettre ça à côté comme ça. Si vous prenez le verbe lakar, d'accord, vous dites, très bien, je vais le mettre à l'inaccompli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, ici? Ah, mince, j'arrive pas, voilà. Vous mettez à l'inaccompli, donc yiktol. Donc on se dit, ah bah très bien, ça va faire yil, kor, un truc comme ça. Bon. Alors, effectivement, déjà, première chose à savoir, la voyelle thématique de l'inaccompli, c'est pas un O, c'est un A. D'accord? Yilkar, on met, voilà, ça existe, il y a des verbes, au lieu que ce soit yiktol, c'est yiktal, il n'y a pas de problème. On en a, soit par exemple des verbes d'état ou des verbes agutturales, etc. etc. Bon. Ensuite, autre particularité du verbe lakar, c'est que le lamed va être assimilé, comme si c'était un noun, d'accord? Il a un comportement comme un verbe penoun, donc c'est comme si vous avez yinkar, c'est-à-dire que le noun va être assimilé par le kof. Donc au lieu de dire yilkar, on va dire yikkar, d'accord? Yikkar. Bon, très bien, donc on a l'inaccompli yikkar. Ensuite, on dit, très bien, je vais mettre une conjonction vav devant, parce qu'on veut faire non pas du yiktol, mais du vayiktol. D'accord? Donc, au lieu de mettre ve yikar, je vais mettre vaï yikar. Vaïkar. OK? Et puis ensuite, va se poser la question de ce qui se passe quand on va mettre le pronom suffixe. On a un pronom suffixe ni, d'accord? Première personne, donc il a pris moi. Et la question c'est, ce suffixe, comment on le rattache? Est-ce qu'on le met juste derrière? Vaïkar ni, avec donc, rien entre les deux, il est collé, donc pas de voyelle, donc on met un cheval, Vaïkar ni, ou bien est-ce qu'il va y avoir une voyelle de liaison? Normalement, vous avez une voyelle de liaison. Cette voyelle de liaison, si vous prenez mes paradigmes, ou n'importe pas que les miens d'ailleurs, hein, mais des paradigmes d'hébreu biblique, vous verrez que la voyelle de liaison, elle va dépendre si vous êtes à l'accompli ou à l'inaccompli. Ce n'est pas la même. C'est à l'accompli et à l'inaccompli. On peut regarder les pronoms, on les a regardés ce matin, les paradigmes. Si je prends, ça c'est araméen, verbe, préfixe pronominaux, là, tac. Hop. Donc là, concrètement, si vous dites Catal, par exemple, hein, il a tué, il a tué le ni moi. Qui est-ce qu'il a tué? Moi. Vous mettez ani, voyelle de liaison a, qui prend l'accent. Si vous êtes à l'inaccompli, donc au Catal, voyelle de liaison a, vous voyez, c'est marqué. Au yiktol, voyelle de liaison e. Donc eni. Donc là, on n'est pas au Catal, on est au yiktol et conjugaison dérivée, donc c'est une voyelle de liaison et, un serré. Et qui prend l'accent. La voyelle de liaison prend l'accent. Donc on va mettre eni comme ça. Ok? Vayikareni. Bon. Normalement, quand l'accent se décale, hein, on était vayikar, et là on a vayikareni. Bon. Donc on se dit, ah, j'aimerais faire tomber l'antéprétonique. Ça c'est la voyelle tonique, ça c'est la prétonique, ça c'est l'antéprétonique. Donc j'aimerais, oui. Elle ne peut pas tomber. J'aimerais faire tomber ce chirek. Et Hervé me dit, mais elle ne peut pas tomber. Ah, et pourquoi elle ne peut pas Non, tomber? parce qu'elle est en syllabe fermée. Parce qu'elle est en Ça syllabe fait fermée. yik. C'est pas parce qu'elle est géminée, c'est parce qu'elle est en syllabe fermée. Et effectivement, on est Oui. vaïk kar eni, donc entre le yod et le kof. Donc, Ouais. elle est protégée. Elle ne peut pas Donc c'est tomber le en coffre syllabe qui fermée. va tomber. Donc à ce moment-là,
je ne peux pas faire tomber. Celle que je peux faire tomber éventuellement, c'est le patar sous le kof. Ça, éventuellement, je peux la faire tomber. Et là, je peux dire vayikreni. Alors, soit en gardant ou pas le dagesh, d'ailleurs, vayikreni, quelque chose comme ça. Soit même en enlevant le kof. Après, je peux aussi vayikreni. Je peux éventuellement garder le patar si j'ai envie. Est-ce qu'on fait tomber des voyelles ou pas? On va regarder. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, les massorettes? Il y a peut-être des cas où ils ne font pas tomber. Après, si c'est en forme posale, évidemment, ça va tomber. Donc, si on prend l'exemple des verbes pénoun, puisque là, on se comporte comme un verbe pénoun. Si je dis un verbe à l'inaccompli, alors, oui, on dictole, on va dire. Si possible, troisième personne, masculin singulier. Déjà, voilà. Et puis, avec, si possible, un suffixe. Qu'est-ce qu'on a comme suffixe derrière? Alors, on a ici, ah oui, puis évidemment c'est cal. Il faut mettre cal yiktob parce que là on sort du piel. Je veux du cal. Alors ici, alors c'est le verbe Nathan, mais oui, voilà, yitnenna. Maintenant, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le mieux parce qu'on n'a pas forcément la voyelle de liaison qu'on attendrait. Et on n'a pas attends, un suffixe avec la première personne. On est très exigeant quand même, on veut beaucoup de choses, hein. Alors voilà, yitneni, vous voyez qu'ici, de fait, c'est la voyelle sous le taf qui est tombée, hein. Donc c'est la prétonique qui est Ouais. tombée. Yitneni. Est-ce qu'on a d'autres exemples de verbes? On a natat ici, yitseni, donc pareil, vous voyez, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le verbe nassa, yisaeni, ah il s'est maintenu, voilà. Alors après, il y a peut-être aussi, je sais pas, voilà. Et puis là il s'est maintenu aussi, Yeshakeni, voilà. Donc, bonne question, hein. Après, il garde le redoublement toujours, hein, j'ai l'impression, hein, dans Alors, les... si on regarde pour la carte, est-ce qu'on va trouver? Ah, en plus, on l'a. Oh, extraordinaire. Yikacheni, Yikacheni. Moi, je vais pas essayer avec la carte spécialement parce que je n'étais pas sûr qu'on le trouverait. On a trois occurrences. Moi, je l'ai vu dans. En fait, ça, c'est le traduit. C'est les mêmes, hein, Yishlar. Ces deux versets-là, c'est la même. On a dans 2 Samuel 22 et dans Psaume 18, c'est le même. Donc, en fait, on a deux occurrences. Là, il y a des différences ici. Mais, donc, Moi, encore une question. oui. Pourquoi il y a un dagesh dans le corps? Pourquoi il y a un dagage dans le coffre? Parce que le lamed est assimilé comme si c'était un noun. Le verbe lakar se comporte comme si c'était un verbe pénoun. Le lamed s'assimile. C'est un cas assez rare en hébreu, il n'y a que lakar d'ailleurs, qui se comporte comme ça. Mais le fait que le lamed s'assimile comme le noun, vous allez l'avoir, ou qui s'assimile tout court, vous l'avez dans d'autres langues sémitiques. En arabe, ça arrive, en araméen aussi. Vous avez les verbes ayin lamed, enfin les verbes à deuxième radical lamed, qui sont susceptibles de s'assimiler avec assimilation régressive, enfin, ou progressive, selon comment vous voyez le truc, mais en araméen, bref. Donc, euh, donc ici, donc voilà, on va se poser la question de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit tant pis, je fais chuter la prétonique? Euh, Auquel cas, je peux être tenté de faire chuter la gémination aussi, ou pas. Donc, yikreni. Ou bien, effectivement, est-ce que je vais vouloir le garder en disant, bah si, je veux garder ma voyelle. Donc, yikareni, avec le fait que maintenant le A se situe en syllabe ouverte, puisque j'ai réni, avant c'était car, yik car était une syllabe fermée, car. Donc un A en syllabe fermée s'écrit patar. Mais là, puisque j'ai ni derrière, j'ai réni, j'ai donc une syllabe ré, syllabe ni. Donc ici j'ai yik, ka, ré, ni. Et le K est en syllabe ouverte, un A en syllabe ouverte va s'écrire plutôt avec un kametz. Donc on va avoir un truc comme ça. Vayikacheni. Bon. J'ai pas compris pourquoi c'est une syllabe ouverte.
Ah bah, je peux le faire en translittération si vous voulez, c'est peut-être plus simple comme ça. Donc, vous avez yik, ka, on va mettre ça comme ça, hop, hop, hop. Donc, vous avez yikar ici, d'accord? Quand vous avez yik-kar, vous avez donc deux syllabes. Yik-kar. Deux syllabes fermées. Yik et puis kar. Très bien. Ensuite, vous avez yik-kar et ni. D'accord? Et vous avez le et comme ça, là. Vous ajoutez le et ni derrière. Bah, du coup, votre division syllabe, ça fait yik, ka, ré, ni. Et là, vous avez une syllabe fermée, kar. Et là, vous avez une syllabe ouverte, ka. Yik, ka, ré, ni. Donc, on est en syllabe ouverte. Donc, on va l'écrire avec un kamet. Bon, je sais bien, c'est un peu déprimant. Hein, je vois que c'est fatigant, mais bon. Mais disons, voilà. Après, là encore, tout ça, c'est bon pour vous parce que ça veut dire quand vous lisez la Bible, vous voyez, Yikar Réni, c'est ce que vous avez dans la Bible. Donc, comme ça, vous savez pourquoi vous avez un kamet. Vous voyez, si vous lisez les psaumes, j'espère que vous lisez les psaumes régulièrement, eh bien, voilà, vous tombez là-dessus, il dit Yikar Réni, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, maintenant, vous savez tout. Donc, on revient à notre texte. Va yik. Alors, attendez. Va yik ka réni. Alors là, on a vu des formes avec yictol. On n'a pas regardé le vayiktol. Je ne sais pas si on a. Là, on pousse peut-être un peu le vice si on a absolument voir du vayiktol. Ah, mais si, on l'a en plus. Extraordinaire. Regardez. Vayikacheni, Ézéchiel 8.3, Amos 7.15, Vayikacheni. J'étais un homme de peu de foi. Hein, je n'étais pas convaincu qu'on trouverait cette forme exacte dans le Tanakh, mais si, c'est le cas. Vayikacheni. Donc, Vayishlar, il envoya alors, Vayikacheni, et il me prit alors. Ensuite, vous avez proposé de lire Me'achar, c'est ça? Mhm. Est-ce que c'est ce que les autres ont lu aussi? Tout le monde est d'accord avec ça? Oh, pardon. Moi, j'ai. Pardon. Ve'achare. Alors effectivement, dans la Bible, on peut trouver aussi Oui, Ve'achare, ça c'est sûr. Ouais. Harare. Là, a priori, ce qu'on a, attendez, on peut regarder la photo, mais Vayikacheni, on va être donc là au début. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'iode, hein, là, il n'y a pas de iode, il n'a pas été effacé, rien du tout. Non, là, désolé, mais pas d'iode. Donc, est-ce que c'est quand même comme ça qu'il faut vocaliser? Non, personne? Ah, si on considère que c'est un état construit, là, sous le Aleph, ça ne peut pas se maintenir, non? Bah, c'est-à-dire que là, en fait, oui, disons, ce qui est sûr, c'est que là, on n'a pas acharé, on a achar, ou plutôt acher. Enfin, c'est ça aussi la question, c'est de savoir justement euh, euh, comment euh, vous allez le lire. C'est-à-dire que comme si vous avez la préposition acharé, euh, ça dépend comment vous l'analysez. C'est-à-dire que à la base, c'est pas une préposition. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est que si vous regardez dans votre dictionnaire, on va regarder aha, bon, vous avez le verbe qui veut dire être en arrière. Vous voyez, to be behind, très bien, on est content. Ensuite, vous avez acher, donc qui veut dire qui arrive après, qui est autre, qui suit, etc., etc. Ensuite, vous avez acher qui est un autre. Vous avez ensuite achar, qui veut dire après, d'accord? Et là, l'idée de utiliser comme adverbe, vous voyez. Euh,
Et en B, on vous met acharé. Et donc, c'est ça qu'il faut. Et puis ensuite, vous avez acharon, etc., etc. Donc, si vous partez sur cette idée que, en fait, vous en faites donc un adverbe, donc il y a une adverbialisation de ce qui, à la base, est probablement un substantif ou un adjectif, etc. Bon, alors effectivement, il faut se poser la question de comment vous allez le mettre du point de vue de la syntaxe. Euh, regardez, on vous dit, vous allez avoir acharé à l'état pluriel construit, acharev. Donc on vous dit, vous pouvez quand même le mettre au pluriel, vous pouvez quand même le mettre à l'état construit. Vous voyez, une préposition, elle n'est pas à l'état construit en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, soit c'est figé, soit c'est bon. Donc là, on comprend qu'en fait, on peut l'utiliser comme substantif. D'ailleurs, ils le disent bien, substantif. C'est l'arrière, hein, l'arrière de, etc., etc. Donc là, il y a un usage en tant que substantif, ou bien vous avez l'usage quelque part comme adverbe, mais là, il y a quand même, c'est quand même un peu, j'arrive pas à voir où est-ce que c'est. 1, 2, 3, 4, je suis en train de rechercher. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, voilà. En tout cas, ici, on n'est pas dans la forme au pluriel, hein, on n'a pas acharé, on a juste achar. Et donc, achar, l'accent reste ici. Il y a une faute de frappe parce qu'ils l'ont mis là, mais en fait, l'accent reste ici. Et on dit acharken, acharze, etc., etc. Et donc, je ne sais pas ce que nous dit, on peut aussi regarder ce que nous dit Kleins. Voyons voir. Bon, retardé, il nous dit tout ça, un autre, acher, etc., etc. Un nom propre, voilà. Donc après, alors lui, il met pas les accents, mais si on l'a là ici, vous voyez, acharken, acharze, vous allez avoir ça, et puis après, est-ce qu'il vous met le pluriel? Comment il distingue ça? Meachar, de derrière, avec parfois meacharé, vous voyez, on vous dit dans différents manuscrits de 2 Samuel 7-8, etc., etc. Alors avec le verbe lakar en plus, donc là on est content, ça nous parle de Samuel, parce que 2 Samuel 7, c'est quand le prophète Nathan dit à Samuel, tu auras la promesse d'une dynastie éternelle, etc., etc. Bon. Donc là, c'est un bon parallèle, voilà. Donc, et là, on vous dit, au niveau de la syntaxe, vous avez, même en un seul mot, vous voyez, meachar, etc. Donc, si vous regardez maintenant dans la Bible, meachar, vous allez l'avoir, je vais vous montrer ça, vous allez le trouver ici, hein, meachar hatson, vous avez en plus hatson derrière, vous êtes content. Et là, vous avez meachar Elohenu, meachar alot, etc., etc. Donc, quand vous avez meachar de cette façon-là, eh bien, vous allez, voilà, vous avez la vocalisation attendue. Vous n'aurez pas, comment dire, vous n'aurez pas acharé. Alors, on nous dit qu'il y a des manuscrits. Justement, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il y a des manuscrits? Attends, une petit b. Voilà. On nous dit la paracritique, si vous regardez la paracritique de la BHS, vous dit plusieurs manuscrits ont acharé. Donc c'est pour ça que vous avez pensé à mettre acharé, mais là, on l'a, mais acharapson. Alors maintenant, on en vient ici. Dans votre vocalisation est pas trop problématique, enfin elle est plutôt bonne, mais achar, il n'y a pas de problème, sauf le seul problème ici, c'est le chatef patar. Le chatef patar, si vous dites acharé, très bien, pourquoi pas, hein, acharé, hatson. Sauf que là, justement, on n'a pas. On a vérifié sur la photo, sur le manuscrit, il n'y a pas. Or, là, vous proposeriez de terminer, comment dire, le mot par un shfa. Un shfa, c'est pas une voyelle pleine. Un shfa, ça n'est pas une voyelle pleine. On ne termine pas un mot par une syllabe, en plus, parce que là, vous avez me, a, char. Donc, vous retrouvez avec une syllabe fermée, avec un shfa à l'intérieur. Ça, c'est pas possible. Une syllabe fermée, il vous faut une voyelle. Sinon, en syllabe ouverte, un shfa, de toute façon,
c'est une demi-voyelle, donc vous pouvez l'avoir en cheval coloré, vous pouvez l'avoir, disons, vous vous dépêchez d'aller à la syllabe suivante. Donc si vous avez une autre syllabe derrière, très bien, comme dans harai, haré, etc., ça irait très bien. Ici, là, c'est pas possible. Voilà, on ne peut pas l'avoir. Donc, il faut garder la forme achar. Alors, vous pourriez me dire, oui, bon, d'accord, mais précisément, si on est dans me'achar hatson, donc un état construit, ça veut dire qu'il faut faire tomber l'antéprétonique, et donc l'antéprétonique, elle est là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un chatef patar ici? Me'achar. Ouais, mais Oui, je vous écoute. là, on l'utilise plutôt comme une préposition et pas un état construit. Oui, on l'utilise comme une préposition, c'est vrai, sauf que c'est un usage prépositionnel, mais de ce qui à la base est un substantif. Et donc, il va précisément quand il fonctionne comme préposition, il va être considéré comme étant l'état construit. C'est comme le HR, quand vous D'accord. utilisez la particule HR, c'est un Mhm. phénomène de D'accord. grammaticalisation. Le substantif HR s'écrit avec un kametz, mais quand vous l'utilisez comme relateur HR, vous mettez un chatef patar. Donc là, on pourrait avoir achar, quelque chose comme ça. La raison pour laquelle ici le patar se maintient, c'est qu'il est en syllabe fermée. Alors, syllabe fermée, vous me dites, ah bon, mais pourtant il n'y a pas de dagesh. Bah, en fait, si, il y en a un qui se cache. Dans achar, en fait, il y a une gémination du chet, qui est une gémination virtuelle. Donc vous ne mettez pas de dagesh. Mais en réalité, c'est achar. Et donc le A, il est protégé ici. C'est achar. Donc là encore, on ne peut pas le faire tomber. On ne peut pas le faire tomber. Rien ne peut tomber. Et c'est pareil pour le tséré ici, parce que c'est min achar, le nun est assimilé, donc il y a aussi un dagesh qui se cache, etc., etc. Donc quand vous connaissez la formation des mots, vous savez, on comprend mieux pourquoi ça s'écrit me achar. C'est pas évident. Comme je vous dis, là, bon, c'est voilà. Me achar. Donc me achar, de derrière. D'accord? C'est l'arrière de, hein, littéralement, au départ c'est un substantif, l'arrière du troupeau, dehors de l'arrière du troupeau, mais on va le traduire de derrière le troupeau. Ensuite, Hatson. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer? Il n'y a pas un dagesh dans le sable. Il Un il dagesh dans le faut un tsadé, dagesh, très bien. Hatson, parce que c'est l'article et défini, puis un patar, hein. et du coup un patar sous le hé. Voilà, absolument. Hatson, le troupeau. Meachar Hatson. D'accord? Vayikacheni meachar Hatson. Voilà. Donc, il m'a pris de derrière le troupeau. Parce que le petit David, c'est ce qu'on nous dit dans le récit, là encore, Samuel, il ne t'a pas encore un autre fils, bah allons, ah bah si, il y a le petit David là-bas, mais bon, il s'occupe du troupeau, lui, il est trop jeune, mais bon. Ouais. Très bien, alors, vous voulez continuer à lire? Ou quelqu'un d'autre veut lire, je sais pas. J'ai une Ah, question, une s'il vous plaît. question? Oui, je vous écoute. J'ai une question sur le temps des verbes. J'ai cherché, mais j'ai pas trop trouvé d'explication convaincante. Pourquoi est-ce qu'on passe du katal barar, là, Hmm. au vaïktol? Oui, Pourtant, alors, on a ouais, l'impression que c'est des actions logiques qui se suivent, tout ça. oui, Il fait un choix et oui, après. oui, oui, c'est vrai. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi on avait des catales et maintenant on a des veillictoles. Vous voyez, on a un peu tout dans ce psaume, hein. Alors c'est vrai que là, on rebascule dans une syntaxe qui nous est beaucoup plus familière, Vayishla, Vayikacheni, Meachar, Hatzon, etc., etc. Donc on retrouve avec Vayiktol, Vayiktol, Vayiktol. On en avait quand même avant du Benetton. Alors, on avait, On avait la ligne 3, ligne 100. donc si vous regardez effectivement, qu'est-ce qu'on avait, Haïti, etc. Voilà, donc ici, voilà, on avait un Vayiktol ici, voilà. Donc on a une série de Vayiktol. Après, on a eu cette formule un peu où on a qui, voilà, mi, Yedaber, qui, etc., etc., etc. Donc on part dans quelque chose. Ligne 5 aussi, on avait Oui, donc au début, oui, c'est ça, effectivement. Donc on avait un début, on nous racontait, hein, donc très bien, avec du Vayiktol, Vayiktol. Et puis après, on est passé à un truc plus poétique. Et puis après, donc Hakol Hushama Vehu Ezid, etc. Bon, très bien. Et puis après, voilà,
Shalach Nevio, alors soit vous dites il avait envoyé, on va dire en catal rétrospectif, il avait envoyé son prophète Samuel, etc., à ma rencontre, et on nous dit mais il n'avait pas choisi, il ne les avait pas choisis. Et ensuite on nous dit puis il a envoyé et il m'a choisi, etc. Mais c'est vrai que de faire un catal rétrospectif alors qu'on a l'impression par ailleurs qu'on continue la description, parce qu'on dit il avait choisi, il n'avait pas choisi, et alors il envoya. On reprend le cours de la. On a l'impression qu'on est toujours en fait dans la narration, et donc on pourrait tout à fait aussi imaginer qu'on est des veillictol avant. Alors, à mon avis, une explication assez simple à ça, c'est qu'on a un texte composite. C'est-à-dire qu'on est allé chercher à droite à gauche des expressions qui existaient, y compris des bouts de phrases. Le fait d'être Me'achar Hatson, vous avez vu, on vient de le voir, Vayikach Reni Me'achar Hatson, on l'a vu, je ne sais plus où, là, dans 2 Samuel 7, c'est ça Me'achar Hatson. Bon, les Karticha, voilà. Donc, Ani, les Karticha, etc., Me'achar Hatson. Bon, donc on se dit, ah oui, donc, voilà, peut-être qu'on vient chercher comme ça des expressions figées, et qu'il n'y a peut-être pas la cohérence qu'on attendrait d'un récit d'un même auteur. Le fait que ce psaume soit un texte composite qui est une histoire rédactionnelle, on l'a vu parce qu'on avait regardé même la version grecque. On avait dit ah tout ce truc et qui dira qui machin, pfiou, ça y est pas dans la voilà. Donc la version grecque a pas tout ça. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné il y avait une version plus courte, que quelqu'un a injecté des choses dedans, et qu'en injectant des choses dedans, il n'a pas forcément fait attention à la concordance des temps et ce qui fait que voilà quelques milliers d'années après, nous on se pose des questions en se disant mais pourquoi voilà. Donc si on veut absolument croire à une homogénéité du texte, on peut interpréter les catals comme étant rétrospectifs ou je ne sais quoi. Euh, Disons pour le Bachar, Adonai Elohim Bam, on peut imaginer que sur un catal rétrospectif, le Seigneur ne les avait pas choisis. Il avait déjà fait son choix, et donc au moment où il se présente, c'était pas le cas. Mais dans le texte un peu avant, vous voyez, quand il est question, je ne sais plus où c'était, là, ici, on avait le Yatsou, mes frères sont sortis à sa rencontre. Ouais, je sais pas, il faut traduire aussi en avant. Ils étaient sortis à sa rencontre. Ouais, je sais pas. Il avait envoyé, enfin, je sais pas. Bon, c'est pas toujours, voilà, je sais pas. C'est pas impossible, hein, c'est pas gênant en soi, mais comme je dirais, voilà, on peut trouver des explications, mais ça me paraît pas. On peut aussi tout à fait imaginer, comme je dis, que ce soit simplement lié au fait qu'on a un texte composite. Alors on lit la suite, on essaie de finir là, parce que oui, J'ai une question oui, par rapport à justement mais à part, oui, vous parlez de syllabes fermées. oui. Je peux comprendre. Ah oui. Alors, si vous voulez, de achar, évidemment, ça, on ne pouvait pas le savoir si. Je vais écrire ça ici. Ça, je vais supprimer. Hop, faire un peu de ménage. Euh, Le terme achar, il faut le considérer. Je vais le mettre en translittération. Il faut le considérer. Attendez, hop là. Voilà. Il faut considérer qu'en fait, primitivement, la forme c'est achar. D'accord? Que c'est achar. Et que donc, du coup, en hébreu, si j'arrive à écrire en hébreu, ça devrait nous faire quelque chose comme achar. D'accord? Mais que, comme c'est un chet et qu'on n'aime pas les dagages dans le chet, on ne met pas le dagage dans le chet. Mais il y a quand même une gémination virtuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'écrit achar comme ça. Parce que sinon, on l'écrirait avec un kamet. Déjà, à l'état normal, on mettrait un kamet, c'est pas un patard. Donc, ha. Bah, moi, je le sais parce qu'on l'a dans d'autres langues sémitiques, mais effectivement, un bon dictionnaire doit vous le dire. Après, Kleins, lui, fait pas trop de comparaison. Donc, attendez, ça c'est le euh, 6, 5, 6A. Si c'est toujours ça, from behind, c'est là. Non, il le dit pas, mais que Lord Baumgartner doit le dire. Regardez, vous voyez? Achar. Il est gentil, hein? Il vous le met. Achar, entre parenthèses, achar. Donc, voilà. Et certainement que c'est expliqué. Ils disent Bauer, Leander, etc. Je suis sûr que Jouon vous le dit aussi. Donc,
Voilà, voilà. Donc, on continue à lire. Qui veut lire la suite? C'est la meilleure partie à la fin, là. Comment je peux Bah, allez-y, continuez, oui. Alors, Basim Shahini, Bachemen Hakodesh. Je sais pas si c'est bien ça ou... Oui, oui, bon, bah, très bien, si vous voulez vocaliser ça, très bien. Donc, Patar sous le Vav, Patar, Dagesh dans le Yod, Kirek sous le Dagesh, Yod, Rirek, Shfa sous le Mem, Shva, Patar sous le Shin, Patar, Sulshin, Serré sous le Het Seré, et Rirek sous le Nun. Rirek, Donc, Patar sous le Bet, mhm, avec un Dagesh dedans, pas de Dagesh. Dagesh, Ségol sous le Shin, Ségol sous le Mem, Ségol, Ségol, mhm, et Hakodesh. Donc, Kamet sous le V, Kametz, Rolam sous le Vav, Rolem, Ségol sous le Dalet Ségol, et Shin. Shin. D'accord. Et vous traduisez ça comment? Il m'a moins, c'est le verbe moins, Mhm. comme ça. Il m'a moins, avec, enfin, dans de l'huile. Dans de l'huile sainte. D'accord. Il m'a oint dans de l'huile sainte. Très bien. Alors, les autres, vous en pensez quoi? Bah, Bachemen, il manque un dagesh puisque c'est l'article, hein, dans le Bachemen, shin. il manque un dagesh dans le shin, nous dit Hervé. D'accord? Et, Bachemen. oui, pardon. Donc, Et Vayimtsa, pardon. oui. Et ensuite, Bah, comme pour Vayikareni, je mettrais plutôt un kamatz, puisque sous le shin, puisqu'il en syllabe ouverte maintenant. alors, sous le shin, un kametz, puisqu'il est en syllabe ouverte. Vayim shacheni, un kametz plutôt qu'un patar, puisqu'il est en syllabe ouverte. D'accord? Vayim shacheni, avec Et à Kadosh, il y a aussi. l'accent Pardon. qui tombe ici sur la voyelle de liaison. D'accord? Vayim shacheni, Bachemen. Alors, cela dit, vous n'êtes pas obligé de mettre un dagesh dans le bet, hein, Vachemen, puisqu'il est précédé d'une voyelle i. Vayim shacheni, Vachemen. Bon, cela dit, s'il y a un accent disjonctif, vous pouvez mettre un dagesh, ça pose pas de problème. Très bien. Et Sur Shemen, c'est un Kadesh, ségolé, donc l'accent reste sur le shin. Hein. Hashemen, Vachemen. Et ensuite, ici, Hakodesh, Patar sous le E, Patar sous le E et un, Dagesh da- dans le coffre. un dagesh dans le corps, parce que c'est l'article défini. Hakodesh. Et donc, Et un Patar. l'article défini, c'est un patar avec un dagesh, Hakodesh. Donc là, c'est la même erreur que pour Hatson. Vous aviez mis Kametz sous le He. Pensez que l'article défini, c'est Ha avec patar plus dagesh. C'est ce qu'on essaye de mettre, patar plus dagesh. Ça marche juste pas pour les gutturales. Bah, il y a un problème quand on ne peut pas mettre de dagesh concrètement. Voyez. Donc si vous avez une gutturale derrière, là, effectivement, comment on va faire? Et là, vous allez effectivement vous retrouver dans des situations où vous allez mettre par ha-aret, la terre, et là, voilà, vous mettez un kametz sous le he, et il n'y a pas de dagesh après parce que c'est un aleph, etc. Donc oui, dans des cas où il y a des gutturales, vous aurez des problèmes. Sinon, on essaye de mettre patar plus dagesh. C'est comme ça qu'on essaie de vocaliser l'article défini. Ha-kodesh. Alors, Kodesh, c'est aussi un ségolé, donc l'accent reste sur le haut. HaKodesh. Oui? Par rapport à Bachemen, Oui. c'est un article en même temps. Alors, absolument. C'est pas ça. Alors, là, on a mis un article, hein, Bachemen, dans l'huile. Dans l'article.
et avec bet plus ha-shemen. D'accord? Alors maintenant, vous disiez donc, c'est l'huile sainte, c'est ça? C'est ce que vous avez dit. Et oui, Kodesh, c'est un substantif ici, c'est pas un adjectif. C'est pas Bashemen Hakadosh, c'est pas dans l'huile la sainte, c'est dans l'huile de la sainteté. Hein? Ah oui. Alors ça se fait souvent, hein. On dit la montagne sainte, on dit Har HaKodesh. La montagne de ma montagne sainte, c'est Har Kodeshi, la montagne de la sainteté de moi. Et moi, c'est le pronom se met sur l'ensemble de la chaîne. Donc Har Kodeshi, la montagne de la sainteté de moi, c'est ma montagne sainte. Donc on a l'habitude en hébreu d'utiliser des substantifs là où nous en français on attendrait un adjectif. Donc ça, on n'est pas surpris, c'est pas gênant en soi. Simplement d'un point de vue syntaxique, ça pose un petit problème parce que ça veut dire qu'on n'a pas un adjectif en apposition à Shemen, Ouais. on a un état construit. C'est Shemen HaKodesh. Alors, qu'est-ce que ça change le fait qu'on ait un état construit? Ça change l'accent, c'est-à-dire. Alors oui, alors sauf que non. Alors oui, si vous mettez, alors bien sûr, si vous mettez un makef, le premier terme de shemen devient proclitique. Mais bon, admettons, même s'il était proclitique, on garderait shemen parce que de toute façon, comment dire, c'est deux. Le premier est la seule vraie voyelle. Hein. Shemen, c'est un ségolé, c'est un shem katl. Donc cette voyelle-là, on peut pas la faire tomber. C'est la seule vraie voyelle. Le ségol ici, c'est une atix, mais là, il est en syllabe fermée. Donc de toute façon, on peut pas faire tomber une voyelle dans une syllabe fermée. Donc, dans tous les cas, On peut vous allez plus mettre garder shemen. l'article. Pardon? On peut plus mettre l'article si c'est un état construit. Voilà, on ne peut plus mettre l'article devant shemen. Donc c'est Béchemen. Donc Et c'est sans B dagesh. shemen. Voilà. Donc il faut mettre B shemen hakodesh. Et pas Hashemen, B Hashemen hakodesh. D'accord? B shemen hakodesh. Donc vayim shacheni, et il m'a alors oint dans ou avec de l'huile de la sainteté, avec l'huile de la sainteté, donc l'huile sainte. Ok? Ça va pour vous? Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin c'est bien, ça vous fait progresser. Ensuite, on continue. Qui veut lire et vocaliser? Ce serait bien de finir là quand même, là, dans les 10 minutes qui nous restent. Ah non, c'est 16h30, j'ai oublié. Ça va, on a le temps. Ah, je me précipitais en me disant vite, vite, là. Mais non, c'est vrai, c'est 16h30. Pardon, autant pour moi. Oui, ça va. Bon, alors, mais on y va quand même. Oui, c'est ça, il faut quand même. Alors, qui veut lire? On n'a pas de candidat? Moi, je vais lire, hein, si vous Bah voulez. oui, allez-y, Hervé. Alors, je- Vayesimeni, Vaïsimeni, très bien. Vayesimeni, Nagid, Nagui, Léamo, un mot. euh, Bné, euh, oui, Bné, Beroto. Bné Beroto. Alors, comment vous vocalisez tout ça? Alors, le Vayesimeni. Alors, Patar sous le Vav, Patar, Patar. Ensuite, Dagesh dans le Yod, Dagesh, avec Shva. Shva, Normalement, c'est Yassim, mais je pense qu'il tombe. Voilà. Ensuite, Sin, Sin, avec un Y. Rirek, Euh, et avec un serré et l'accent. c'est l'accent, Et Ni avec un Y. Rirek. Oui, voilà. Ensuite, Nagid, Kametz, Y. Kametz Rirek, Nagid, Léamo,
euh, Shva, Shva, Patar, Patar, Dagesh dans le même, Dagesh, et Rolem sur le Vav. Rolem. Alors il y a Moshel aussi oui, qu'il faut sûrement Alors, il y a ce mot-là, ajouter. effectivement, là en plus. Ouais. On pourra le voir après, Alors, si vous voulez. Ou le faire maintenant, comme oui, vous voulez. d'accord. On le fait maintenant. On le fait maintenant. Donc, Shuruk, Shurek, Rolem sur le Vav, Rolem, et Tsere Serré. sous le Shin. Mhm. Euh, alors, c'est Bebné, en fait. Hein. Oui, il y a deux bêtes ici. Hein. Attendez voir. Oui, 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 oui. Alors, oui, c'est régner sur les. Donc, ça ferait B sur les. Donc, c'est indéfini, je pense. Donc, ça serait bas. Bas. Alors, oui, déjà un dagesh dans le bête, le Mhm. premier. Hein. Ensuite, sur les fils, donc patar sous le bête. Mhm. Dagesh dans le deuxième bête. Dagesh, Bon, Shvatsu, Shva, serré sous le nun. Serré. Voilà, donc Beroti. Alors ici, Shva sous le bête. Shva, Non, c'est Berito que je l'ai mal lu, pardon. C'est Rirek Rirek sous le Resh et Holem. et Rolem. Très bien. Alors, très bien, très bien. Et comment vous traduisez tout ça? Alors, la traduction. Il m'a institué prince Et il m'a pour institué prince pour mon peuple, et dominant ou régnant sur les fils de son alliance. et dominant, régnant sur les fils de mon alliance. Non, oui, de Berito de son De alliance. son alliance. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, très bien. Merci. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais donné une localisation un petit peu différente pour le verbe. C'est fait. Vocalisation différente pour le verbe. Non, j'avais mis un kamet sous le iode. Un kametz sous le iode. Oui. D'accord. D'accord. Va Oh, Yassimeni, c'est ça? Voilà, c'est ça. oui. Et puis après, Très bien. Déjà, on peut s'arrêter là. Toujours sur sim, là, sur le. Ok. Alors, effectivement, on a le verbe sim, d'accord? Le verbe poser, placer, hein, un verbe qu'on utilise couramment pour les paradigmes des verbes concaves. Et effectivement, à l'inaccompli, hein, yakum, c'est akum, takum, etc. Yassim, tassim, etc. Donc, on a yassim, il place. Va yassim, alors, à l'inaccompli, si vous mettez un vaïtol, normalement, c'est va yasem, d'accord? Alors, je vais vous le remettre quand même rapidement parce que. Donc, normalement, vous avez ya sim, effectivement, yasim, verbe sim, à l'inaccompli, yasim. Du coup, quand vous passez au vaïectol, vous allez utiliser une forme normalement plus courte. Au lieu de dire va yasim, l'accent va remonter, va yasem. Et normalement, vous passez à quelque chose de plus court, va yasem. D'accord? Mais là derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc je peux mettre tout ça, ça va ensemble. Ah mince, attendez, hop. Là-dessus, donc si je repars sur mon Vayasem, vous allez avoir Eni qui va arriver et qui va prendre l'accent. Donc cette idée de faire remonter l'accent ici et d'abréger cette voyelle-là, tout ça on va l'oublier, puisqu'en fait on fait plus remonter l'accent, puisque l'accent il reste, il va être là. Donc on va probablement retrouver le I qu'on avait, Vayasimeni. En revanche,
comme l'accent est ici, on va avoir tendance à faire tomber l'antéprétonique. Donc la voyelle là, elle va se maintenir. Alors on peut discuter, est-ce qu'on met un ségol ou un rirek, mais celle-ci, elle est en antéprétonique, et donc on va la faire tomber. Va ici, Méni. Comme on l'a fait tomber, on peut se poser la question si le dagesh va rester dans le yod. Parce que d'un côté, le yod, il est censé être géminé, on est censé appuyer sur le yod, et en même temps, on fait sauter la voyelle, donc on n'appuie pas le yod, on se dépêche au contraire de passer à la suite. Donc dans ces cas-là, on a tendance à faire tomber la gémination du yod, c'est pas nécessaire, et je crois que, quand même que dans le cas du yod, il me semble qu'il chute quand même assez facilement. Mais on va regarder ça tout de suite, puisque c'est quand même un verbe courant, donc avec un peu de chance, on va trouver le verbe qui nous intéresse, donc à savoir le verbe sim. Donc un verbe au vaïktol. Alors, attendez, ah oui, parce que là, je suis pas dans le bon truc, je cherche les mots, voilà. Voilà, donc vayasem, c'est ce que je vous disais, normalement vous avez vayasem, vous faire remonter l'accent, mais ça ne marche que quand effectivement vous pouvez faire remonter l'accent, même quand vous avez vendu du pluriel, vayasimu, vous retrouvez comme ça le i. Donc on va être dans ce cas de figure-là, on a quelque chose derrière. Surtout derrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un suffixe. Donc, la question c'est qu'est-ce que ce suffixe va changer? Et là, regardez, vous avez un exemple, Genèse 45.8, va ici meni, qui est la forme qui nous intéresse ici. Donc, effectivement, le suffixe eni, l'accent va être sur la voyelle de liaison, qui va faire tomber l'antéprétonique. Et comme on fait tomber l'antéprétonique, je vous disais, le yod, quand il est géminé, mais qui perd sa voyelle, comme c'est déjà une semi-consonne, hein, ye ou e, ils ne sont pas très très solides, hein, et donc on va avoir tendance à le faire tomber également. Voyez. Et donc, c'est autant pour d'autres consonnes, on dit ah on la maintient pas. Autant pour le yod, en général, c'est une semi-voyelle, une semi-consonne, et donc on va préférer en faire une sorte de diphtongue. Vaïsimeni. Donc, on corrige notre texte. Vaïsimeni. Ok? Il me plaça alors. D'accord? Il m'a établi, il m'a placé, il m'a posé. Ensuite, le terme nagid, que vous avez traduit par prince, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça? Oui, je crois, oui. Oui, oui. Oui, prince. Bon, prince. C'est pas terrible. Enfin, ça dépend ce que vous entendez comme par le mot prince. C'est un peu la traduction est toujours piégée, on ne sait pas très bien. Quand on pense souvent prince comme étant fils de roi, c'est pas le cas. Le naguide, Non, non, sûr. c'est celui qui dirige. Hein. Le naguide, c'est celui qui conduit, Mhm. c'est Oui, oui. le chef, le führer, c'est ça que vous voulez. Non, pardon, faut pas faire de mauvaises blagues, mais voilà. Donc c'est le leader en bon français, le chef. Voilà. Non, le dirigeant en fait, hein. C'est vraiment. En plus, on a évidemment l'idée du, comment dire, il est berger, il y a le troupeau, et donc il emmène le troupeau. Voilà, le berger, c'est là qu'il va dire, c'est là qu'on va. Bon, voilà. Donc il y a cette idée d'être naguide ici. Donc je ne sais pas comment c'est traduit d'ailleurs naguide. Qu'est-ce que les dictionnaires proposent comme traduction pour On va peut-être dire naguide? pasteur, non? Alors pasteur, non, parce que le pasteur, c'est le verbe paître, c'est le pâtre, c'est le berger, le pasteur. Donc là, il y a d'autres termes, Oui, bien oé sûr. en hébreu pour ça. Alors, Nagui, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bon, on traduit prince, voilà. Chief, leader, prince. Voilà, bon, voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Et puis, du coup, voilà. Donc, il m'a établi dirigeant les hameaux pour son peuple. Alors, pourquoi il y a un dagage dans le même? Est-ce qu'il y a un dagage dans le même et pourquoi il y en a un? Alors, Hervé, il a dit qu'il y avait un dagage. Donc, Hervé, est-ce que vous savez pourquoi vous avez mis un dagage dans le même? Euh, j'ai dû le voir dans le dictionnaire, je Vous l'ai avez dans le su, mais dictionnaire, oui, c'est ça. Alors, effectivement, non, mais déjà, c'est une bonne réponse. Si c'est comme ça dans le dictionnaire, que le oui, dictionnaire n'est ah, pas parce fait que exprès, une racine géminée, c'est une non? racine géminée, absolument. En fait, am, A-M-M. Ah, c'est la oui, racine enfin, ayin mem mem. Aïn, même, Ouais, voilà. c'est ça. C'est une racine géminée. Donc, c'est un shem katl,
mais avec une racine féminine. Ça, faut le savoir. Évidemment, c'est du vocabulaire, donc voilà. Et c'est ce qui explique qu'en fin de mot, vous ne le trouvez pas, parce qu'on n'a pas de dagesh en fin de mot, mais dès que vous avez l'occasion, Ami, mon peuple, Amo, son peuple. Donc, il m'a établi prince ou dirigeant pour son peuple, d'accord? Et ensuite, alors, il y a un mot qui a été ajouté au-dessus, mais cela dit, on peut regarder, où est-ce que c'est ça? Tac, 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 voilà, ici. Voilà. Euh, donc, vous voyez ici, voilà, vous avez Vaïsimeni, Nagid, les hameaux, et puis ensuite, le scribe, il a continué à écrire ça, hein, Bibné, et quelqu'un a ajouté au-dessus ça. D'accord? C'est corrigé en disant, ah, euh, c'est peut-être le même scribe parce que l'écriture est très proche, donc c'est peut-être lui-même qui s'est corrigé par après, n'est-ce pas? Euh, mais en tout cas, on peut déjà voir ce que ça donne si on lit sans. Est-ce que ça pose problème de le lire sans ce terme-là? Donc, le texte tel que vous l'avez vocalisé, donc vous avez dit Babné, c'est ça, et vous avez traduit ça comment? C'était Euh, quoi? Ah oui, il faut pas le traduire dominant, donc j'avais traduit sur les fils de son alliance, quoi. Sur les fils de son alliance. Très bien. Donc, on a donc les fils de l'alliance. Donc, Bné, c'est Ben, le fils, au pluriel construit. Bné, donc fils d'eux, hein, les fils d'eux. Brito, Brit, l'alliance de lui. Bon. Donc, Bné Vrit, les fils de l'alliance, Brito. Et avec la préposition bête dedans. Dans Ah oui, mais ou on avec. peut pas mettre du défini là si c'est un état construit, Alors, si c'est un état construit, ça tient pas. effectivement, on ne peut pas mettre un état construit. L'article ne Un tient pas. article défini. Voilà. Si vous avez Bné Oui, Brito, effectivement, devant, vous ne pouvez pas avoir ha. Or là, la vocalisation voilà, tatar plus dagesh suppose qu'il y a un article défini. Donc ça ne voilà. va pas. Comment on va le vocaliser alors? Bi. Avec un Ah, bivné, ouais. bivné. Bivne vrito. Avec les fils de son alliance ou dans ou parmi les fils de son alliance. Et donc, alors on peut le lire comme ça, hein, il m'a établi chef sur son peuple avec les fils de son alliance, mais on a aussi ajouté au-dessus en disant, ah, attendez, en fait, il y a un autre terme ici, donc qui a été écrit au-dessus, hein, on le voit, en petit, hein, Vav Mem Vav Shin Lamed, et donc, que vous proposez de vocaliser ou Moshel, c'est-à-dire Participe. un participe actif de la racine machal Mach- qui veut dire dominer, quelque chose comme ça, gouverner, diriger, etc. Et effectivement, avec un problème devant, un participe actif, calme, moshel, on sait qu'on peut faire des participes, que les participes peuvent être substantivés, comme on dit, un enseignant, voilà, moi je suis enseignant, à la base c'est un participe, mais qui devient substantif. Donc un dirigeant, d'ailleurs, un dirigeant, c'est quelqu'un qui est en train de diriger. Donc traduire Moshel par dirigeant, c'est très bien parce que vous traduisez un participe par un participe et on comprend très bien. Donc, et dirigeant parmi les fils ou sur les fils de son alliance. Et là, du coup, vu qu'on a Moshel qui est pareil à Nagid, on a la proposition bête qui est pareil à la proposition Lamed, donc voilà, il m'a établi chef sur son peuple et dirigeant sur les fils de son alliance. Et là, du coup, Bné Brito est pareil à Amo. Bon, c'est pas mal comme ça. Bon, des questions? Il est beaucoup plus long que ça, le psaume, c'est ça? Il y a beaucoup plus de. Non, non, je me suis arrêté là parce qu'en fait, derrière, alors je vais vous montrer. Euh, euh,
Voilà, la ligne suivante, il y a juste un mot, Brito, d'accord? C'est la fin. Ligne 12 s'arrête là. Le reste de la ligne 12 reste vierge, vous voyez, hop. On va à la ligne pour commencer un nouveau psaume. Vous voyez le terme Tehillah, à l'état construit là, Tehillat. Donc ça c'est la prière, hein, Tehillah, prière de, etc., etc. Donc après, on passe à autre chose. Et avant, la page d'avant, c'est Attends, je suis en train de vérifier que c'est Trila en fait. C'est le commencement, c'est pas Tehillah, c'est Trila. Je suis en train de voir, donc c'est Trila, le commencement. Commencement de, etc., etc. Donc en tout cas, vous passez à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le psaume s'arrête là. Donc nous, on a fait, vous voyez, là, il y avait un psaume qui se terminait là-haut. On a laissé un blanc, on recommence, Alléluia, les David, Ben Yeshai, etc. Tac, 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 tac. Ça se termine là. Et là, Trila, etc., etc. Alors moi, je vais pas regarder ce qui se passe après. Surtout que là, c'est un peu abîmé. Et en plus, c'est la fin. C'est intéressant parce que ça s'arrête là en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a commencé quelque chose là. Alors soit c'est un texte très très court, soit on a arrêté la copie du rouleau. Ça dépend combien de lignes il nous manque. Il faudrait savoir combien de lignes, parce que c'est mangé, donc il nous manque la fin. Sur la base des colonnes précédentes, on doit pouvoir déterminer, vous voyez, s'il y a un psaume qu'on connaît déjà et on dit tiens, il manque une ligne, deux lignes, trois lignes, euh, on devrait pouvoir savoir, mais je regarde les colonnes précédentes, on avait a priori pas beaucoup plus de lignes que ça, 15 lignes apparemment, 17 sur la colonne 24, 15, ça oscille entre 15 et 17 lignes, ce qui est bizarre, 17, même 18 à un moment donné. Bon, donc apparemment le nombre de lignes fluctue, ce qui est un peu bizarre parce que normalement tout ça c'est tracé à la pointe sèche, donc ça veut dire que peut-être c'est parce qu'en fait à chaque fois il nous manque d'autres lignes, sauf que quand même la colonne d'avant, attendez, faut que je regarde, le problème c'est qu'il faut regarder les photos, attendez, tac, il faut regarder la photo d'avant, si on a l'écran, ensuite il me remet tout. Bon, leur interface de navigation n'est pas forcément tip-top, mais on va pas se plaindre parce que moi quand j'étais étudiant, on avait zéro photo. Alors, je sais pas quelle colonne c'est là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Donc effectivement, on a parfois 17 lignes et il en manque encore. Donc on peut supposer qu'il y avait 18 lignes ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Et celle-ci, ici, 9. Ah, voilà, donc ça on arrive presque. Donc c'est difficile de savoir exactement, mais il faudrait regarder l'édition. L'édition, elle devrait nous dire s'il manquait des lignes. En tout cas, ici, on est arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, ils n'ont pas numéroté ça comme ligne 3 parce qu'elle est vierge. Mais ça c'est pas une bonne chose à faire parce qu'il faut toujours compter le nombre de lignes qui sont tracées. Et si elle est vierge, on indique qu'elle est vierge, mais on la comptabilise comme une ligne. Enfin, moi, c'est ce que je préconise comme numérotation. Ça permet de bien voir les lignes en face desquelles elles sont. Donc là, effectivement, on peut assez facilement supposer 1, 2, 3, 4, il nous manquait encore d'autres lignes. Alors de quoi ça parle après j'ai pas regardé. Parce que Trila, c'est bien gentil, mais c'est le commencement de quoi? Euh, c'est peut-être la suite, hein, je sais pas, mais quand même on va à la ligne, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un autre texte. Puisque quand même on va à la ligne. Donc c'est un autre texte, mais qu'on a mis après celui-là parce que peut-être qu'il nous parle aussi de David. Là, il y a les Philistins, là. Voilà. Là, est-ce qu'on voit Navi, là? C'est quoi ici? Il y a une bête Yod et peut-être le Aleph derrière, mais il y a un espace quand même. Donc voilà, faudrait regarder. Donc pour ça, vous avez l'édition dans les DJD qui, attendez, je vais vous montrer ça. Je vous l'avais montré la dernière fois. Donc l'édition officielle, les DJD.
Alors, je ne sais plus dans quel volume des DJDC, mais sa accordance devrait être capable de me le dire. Ça a été publié dans le volume 4. Volume 4 des DJD, ouais, paru en 65. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, à la fin? Peut-être même il nous dit ça. Donc, il nous dit, après le psaume 151, A et B, ça qui fait. Donc, ça correspond colonne 28. Lui, après, il voit un psaume syriaque, un psaume attesté en syriaque, pour le reste de la colonne 28. Mais c'est pas dans l'ordre, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? 20, 24, 6, 24, 26, 1, 2. Alors, je sais pas quoi correspond son. Ah non, c'est un index. Ah oui, alors c'était pas un index, c'était le contenu que je voulais. Voilà, pardon. Ça me paraissait un peu bizarre. Voilà, colonne 28. Non, a priori, il n'a rien à dire. Après psaume 151, A et B. Donc lui, il considère que c'est probablement la partie B du psaume 151 et qui doit enchaîner sur les hauts faits de David, quelque chose comme ça. Et si c'est, voilà, peut-être ce qu'il a fait après. Après, il faut regarder, tac, 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 dans son édition, est-ce qu'il nous dit quelque chose? Concordance, machin. Euh, Ça, c'est la colonne 27. Non, c'est pas ça. Alors, ah, mais il le met comment? Il le met pas? Ça, c'est bizarre. Il met pas ça dans l'ordre? Ou bien? Ah oui, alors ça, c'est un peu particulier. S'il n'a pas édité le rouleau dans l'ordre, il revient sur la colonne 22. Ah, il sait pas. Ah oui, d'accord, ok. 24. 18. Bon, alors, c'est pas tip top. Ah, c'est fou quand même, parce que vous voyez, il a édité, c'est quand même incroyable, il édite à part dans le livre, ce qu'il considère comme étant des compositions apocryphes, alors même que dans le rouleau, elles ne sont pas à part. Vous imaginez, enfin je veux dire, la violence qui est faite à ce pauvre rouleau, où dans ce rouleau, vous avez des psaumes, et au milieu de certains psaumes que nous considérons comme apocryphes, et donc l'éditeur, au lieu de dire, mais moi j'édite le rouleau il dit ça, donc moi je fais pareil, il dit non, non, ça, ah non, ça je l'enlève, je vais l'éditer à côté. Donc, voyez, donc ça vous montre à quel point les gens sont biaisés. Hein, tu vois, il y a ça, c'est apocryphe. Pas question de mettre ça à part. Ben, qui dit que c'est apocryphe? Manifestement, pour le copiste qui a collé ce rouleau, c'était pas ça. Donc voilà, ici, on voit son édition de la colonne 28. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il met le psaume 151, la partie A, et puis ici, la partie B. Et là, Trila, etc., etc. Donc il y a bien, oui, il y a Navi, c'est bien ce qui me semblait, Elohim, etc. Donc on a bien effectivement Philistin, etc., etc. Donc pour ça, on peut se référer en grec au psaume 151 connu en grec. Et donc pour ça, il faut aller voir la version, j'ai rien nulle part. Bon, bah, je vais ouvrir un nouvel onglet et on va aller chercher chez, je sais pas, Rals par exemple, le psaume 151. Et on peut même afficher une version française, parce que je crois que j'ai réussi à mettre la Tob dedans. Voilà, parce que vous savez que la nouvelle édition de 2010 de la traduction œcuménique de la Bible contient le psaume 151. Voici le psaume autographe sur David et en numérotation. Lorsqu'il lutta en combat singulier avec Goliath, j'étais le plus petit parmi mes frères et le plus jeune dans la maison de mon père. Je faisais paître les moutons de mon père. Mes mains ont fabriqué un instrument, mes doigts ont jeté une harpe. Qui fera l'annonce du Seigneur? Lui, le Seigneur, il écoute, il a envoyé son messager. Il m'a enlevé au mouton de mon père et m'a oint de l'huile de son onction. Hein, donc ça, et mes frères étaient beaux et grands, mais le Seigneur ne s'est pas complu en eux. D'accord. Après, à partir de là, effectivement, donc là, on voit que les phrases ne sont pas dans le même ordre, mais sinon, on retrouve à peu près. Et puis là, je suis sorti à la rencontre vers l'étranger, et contre moi, il a lancé des malédictions par ses idoles, mais moi, j'ai tiré l'épée de côté, je l'ai décapité, et j'ai enlevé l'opprobre loin des fils d'Israël. Et donc ça, cette section-là, c'est probablement ce qui arrive après. Mais avec une version là encore très différente, parce qu'on a Trila en hébreu,
Donc voilà. Alors quelqu'un s'est certainement penché là-dessus. Moi, j'ai pas prévu de, enfin, j'ai pas étudié ça, donc j'ai pas regardé. Mais il y a forcément des gens, j'espère depuis 1965, qui ont retravaillé tout ça pour voir quel lien on peut faire avec ça et quelle reconstitution du texte on peut faire. Voilà. Mais là, effectivement, ce qu'on voit ici, euh, c'est pas, ça ressemble pas non plus, ça ressemble pas exactement à ce qu'on a dans la version grecque, hein. Et après, pour bien faire, il faudrait regarder s'il y a d'autres versions que cette version grecque, justement, de voir. Alors, cela dit, tout ça, ça a peut-être déjà été bien documenté dans les écrits intertestamentaires, hein, parce que ça a été traduit dans les écrits intertestamentaires. Donc peut-être que il y aura des commentaires intéressants sur ce psaume-là et la liste après. Bon, d'autres questions sur ce psaume? Non, c'est bon pour vous? Il ne reste pas beaucoup de temps pour faire le. Je voulais vous montrer un autre ostracon. Je vais vous le montrer vite fait. On va se faire plaisir pour les minutes qui restent. On n'aura pas le temps de faire grand-chose, mais ça permettra de remettre un peu le nez dans le paléo-hébreu. Attendez, je vais juste copier ça là. Euh, tac, tac, tac. Et donc l'autre texte que je voulais vous montrer, il faut que je le retrouve juste vite fait. Texte 4. JH36, il est là. Je vais vous montrer la photo à nouveau pour qu'on puisse voir. Alors c'est un autre ostracon avec comment dire, une formule de salutation, etc. Donc voilà, il n'y a rien de il y a rien de très très difficile au début. Euh, je vais quand même vous les montrer. Je vais vous montrer une photo. Il faut juste que je cherche la photo, ça va prendre un petit peu de temps. C'est le logiciel qui est un petit peu lent. Alors, hop là. Est-ce que j'arrive à réduire la taille suffisamment pour vous montrer ça? Alors, il faut que je remonte beaucoup plus haut. Alors, 36. Hein? Tac. Donc voilà à quoi ressemble cet ostracon. Alors, on va pas voir grand-chose. Voilà. Bon, il est un peu moins bien préservé que l'autre, mais on peut quand même relativement bien le lire. Il écrit un petit peu vite, le script, c'est sûr. Là, j'ai une photo en noir et blanc qui est plus facile à lire. Alors, au début, vous reconnaissez le Aleph. Vous vous souvenez comment il est fait? Vous avez cette forme de triangle avec un trait comme ça. Donc, vous avez un Aleph. Ensuite, là, vous avez le He, les trois traits parallèles avec le gros trait, et le trait supérieur qui dépasse à droite. Ensuite, ici, vous avez le Bet avec sa tête triangulaire et la hampe qui descend vers l'avant. Ensuite, vous avez un Kaf qui a aussi une hampe qui descend, mais sa tête. Alors, il y a deux façons de faire le Kaf, mais là, en l'occurrence, il y a une base et un trait au-dessus. Parfois, le trait au-dessus, là, ça se présente un peu comme un chevron. Parfois, les deux se joignent à la base ici. Et donc, ce trait-là, au lieu d'être vertical, il est un peu oblique. Et là, il est posé dessus. Donc, ici, vous avez un premier mot. Et puis ensuite, vous avez le He de nouveau, la lettre He. Ici, vous avez le Shin, avec ses trois dents, là, comme ça. Le Lamed qui se reconnaît bien parce qu'il monte au-dessus. Vous avez le Mem avec son zigzag, hein, c'est les vagues, hein, c'est de l'eau, et la hampe. Euh, vous avez un Yod ici, un He qui est alors, un peu effacé là, qui dépasse, et un Vav. Bon. Donc, vous avez
si vous lisez le texte, ici c'est la première ligne. Vous avez deux mots. Alors le premier mot, vous avez pensé à quoi? Personne n'a travaillé dessus peut-être. D'accord. Alors, Aévra. Aevra, j'entends Hervé qui propose Aevra. Oui, c'est ça. Alors, déjà, il faut repérer. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup de lettres, hein, il y a 5 lettres. Je vais faire une autre page, c'est ce qu'il y a de plus simple. En fait, euh, parmi les formules de salutation, euh, on n'imagine pas commencer une lettre avec un cohortatif, quelque chose comme ça. Il y a des formules d'introduction. Donc là, en fait, le aleph ici n'est pas la préformante d'un inaccompli. Il fait partie de la racine. Et la racine, c'est le verbe aimer. Ahav. Pardon? Ko? Ko, ça veut dire ainsi, pas tellement. Tellement? Quelque chose comme j'aime tellement, mon très cher, quelque chose comme ça. J'aime tellement. Mais ce serait ahavti? Oui. Bon. Non, en fait, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est que vous prenez un participe actif, par exemple, ohev, celui qui aime, l'ami de toi, ohafra, ton ami, ton bien-aimé, Hmm. avec un pronom suffixe, donc vous avez donc ohev, alors ça s'écrit comme ça, à un moment, ohev, participe actif, et puis dessus vous mettez un pronom, suffixe ra, avec une voyelle de liaison qui tombe, comme sousra, hein, sousra, ton cheval. Alors la particularité ici, c'est que vous avez une mère de lecture he pour un pronom suffixe deuxième masculin singulier. Ce qui est habituel à Qumran, sur ces ostracas, c'est très inhabituel. En fait, c'est une des découvertes qu'on a faites, le livre va paraître dans les mois qui viennent, c'est qu'on a découvert, dans cet ostracon-là et d'autres, un usage de mère de lecture, notamment de pronoms suffixes kaf, he, etc., qu'on n'imaginait pas exister déjà à cette époque. Là, on est 600 ans avant notre ère. Donc ça, c'est une des découvertes très intéressantes pour l'histoire de la langue. On découvre que on utilisait des mères de lecture, notamment des suffixes longs, kaf, he, déjà à l'âge du fer. Voilà. Donc ça, c'est une première découverte. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le ra va prendre l'accent, donc le ohev, il ne va pas se maintenir tout seul. On va vouloir faire tomber la voyelle. Normalement, c'est l'antéprétonique qui tombe. Mais alors de toute façon, comme on a un participe, kotel, kotlim, kotlot, on sait que le O va se maintenir. Parce que c'est un A long primitif qui est devenu O. Donc c'est le He qui va tomber. Donc on va avoir quelque chose comme Ohavecha. Alors sauf que quand même, ça ne va pas le faire parce ça fait deux chevaux mobiles qui se suivent. Donc ou bien non, on va le garder comme ça alors. Mais peut-être on va mettre un patard. Ohafra. Je ne sais pas d'ailleurs dans le Tanar, est-ce qu'on a cette formule du verbe ahav? On va regarder ça tout de suite. Euh, euh, Ohavai, etc. Oui, mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est un suffixe deuxième du singulier. Ohavecha. Ah bah là, c'est facile parce qu'on est en forme posale. Donc forcément, là, on a une voyelle. Donc la question ne se pose pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand on n'est pas en forme posale. Est-ce qu'on a ça? Si, là. Ah, voyez, Ohavra. Ah, bah voilà, j'avais bon. Donc c'est ça. Si vous êtes en forme contextuelle et le ra prend l'accent, vous voulez faire tomber le cheval la voyelle sous le he. Donc au lieu de mettre ohev, on va mettre ohv, comme je disais. Donc je vous refais la démonstration. C'est-à-dire que normalement vous aviez normalement un a, non un tséré. Vous faites tomber le tséré, vous mettez un cheval. Vous colorez le cheval puisque c'est une
guttural. Et comme vous avez deux chevaux qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine et ça vous fait un patar. Et c'est comme ça que vous avez un patar. Bon, voilà, ohafra. Alors évidemment, si vous êtes en forme posale, il n'y a pas de problème parce qu'en forme posale, l'accent, il est ici. Vous mettez un ségol qui est accentué. Donc, ohafra, ton bien-aimé. Oui? En fait, deux dagages qui suivent, c'est pas Deux chevaux. deux chevaux, pardon, Oui. deux chevaux qui suivent, c'est pas possible au milieu d'un mot. Moi, je pensais que Si c'est possible, si le premier est quiescent, le deuxième est mobile. Le premier ferme la syllabe, le deuxième commence une nouvelle syllabe. Ça, c'est possible. Mais il faut que le premier soit un cheval quiescent. Si le premier est quiescent, le deuxième est mobile, ça va. Le premier ferme la syllabe. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Le premier cheval était mobile puisqu'il résultait de la chute d'une voyelle. Donc, vous ne pouvez pas le garder. Donc, Ohafra, ton bien-aimé. Et ensuite, ici, vous avez le nom de la personne, Shelem Yahou. Shelem Yahou. C'est comme ça qu'il s'appelle. Shelem Yahou. Voilà. Donc c'est une formule habituelle. Shelem On Yahou peut pas est apparenté à, c'est la même racine, oui, parce que Shelem Yahou, c'est la même, c'est Shin Lamed même, hein, c'est la racine de Shalom, Shalam, Shlomo, etc., etc. Oui, oui, Shlomit, tous ces prénoms-là dérivent tous de cette même racine. D'accord? Shelem Yahou, c'est un prénom qui est attesté, je pense, dans la Bible, et on le trouve beaucoup dans nos ostrakas. Donc, ton bien-aimé, Shelem Yahou, donc c'est l'expéditeur, il se présente, hein? Il s'appelle Shelem Yahou, oui, c'est son prénom. Shelem Yahou, ça existe, je pense, dans la Bible, non? Vous n'avez pas? Ouais, c'est ça, dans le livre des Chroniques, vous avez toujours tout. Dans Jérémie aussi, Ben Shelem Yahou, vous voyez? Vous avez Ben Nehemiah, Ben Netanyahou, c'est pas le même que celui qui est Premier ministre, hein, Ben Netanyahou, Ben Shelem Yahou, etc., etc. Donc oui, oui, et vous avez Shelem Yahou dans Jérémie, etc. Ces ostrakas datent de 600 avant notre ère, qui est l'époque où se situe la narration du livre de Jérémie. Hein. Le livre de Jérémie, je ne parle pas de la rédaction du livre de Jérémie, mais je parle de ce que nous raconte le livre de Jérémie. C'est ça. D'ailleurs, on a écrit un article avec André Lemaire, puisque c'est André Lemaire et moi qui publions toutes ces ostrakas. On a écrit un article où on est intervenu dans un colloque d'ailleurs sur le livre de Jérémie à la lumière de ces ostrakas et de montrer les liens entre le livre de Jérémie et ce qu'on a dans nos ostrakas. Bon, il n'y a pas que les prénoms, mais il y a ça aussi. Alors donc là, vous avez donc une formule de salutation où c'est la personne qui écrit à un autre qui se présente comme étant son bien-aimé. Oui. Des prénoms qui se terminent par Yahou. Oui, Yahou, c'est le diminutif de Yahvé. Shelem Yahou, Netan Yahou. Non, Yahou, il faut prendre Yahou. Yahou, c'est le diminutif du tétragramme. Hein, comme vous avez, ou même Alléluia, Yah ou Yahou, c'est des diminutifs de Yahvé. Donc, effectivement, Shelem Yahou, Netanyahou, le verbe Nathan, donner, Yahou a donné. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est. Et effectivement, à cette époque-là, tous les noms, là encore, on a écrit un article là-dessus, tous les noms sont yavistes, c'est-à-dire des noms qui se terminent en Yahou. Donc, le Dieu Yahvé, c'est vraiment imposé. Vous voyez, des Shmuel, tout à l'heure, on parlait de Samuel, de David, des prénoms comme ça, c'est fini. Hein. Shmuel, David, etc. Tous ces prénoms-là disparaissent et on n'a que des prénoms qui se terminent en Yahou. Ou Yehonatan, etc., que des prénoms yavistes. Alors donc ici, voilà, donc vous avez une formule de salutation. Alors ce qui est très intéressant avec cette formule de salutation au départ, quelqu'un qui se présente, ton ami Shelem Yahou, et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il va le saluer, hein, Shalach Lishlom envoie pour le bien-être d'eux, il demande des nouvelles, etc. Et après, vous avez Veata. Et maintenant, il passe, etc. Bon. Donc cette formule de salutation, je voulais m'arrêter là-dessus parce que figurez-vous, il est arrivé une anecdote très amusante. Ces ostrakas sur lesquels on travaille, il y en a 400, hein, sont dans une collection privée et malheureusement n'ont pas été trouvés lors de fouilles régulières, ce qui est un drame. C'est-à-dire, c'est très mal, c'est pas bien, on lutte contre le pillage de sites archéologiques, etc. Bon, mais après, voilà, c'est fait, et nous, on étudie ça. Et on avait trouvé donc cette salutation au départ, qui est nouvelle. Quelqu'un se présente, Ohavecha, ton bien-aimé, un tel, etc., etc. Bon, comme introduction, on ne connaissait pas. Et on l'a une dizaine de fois. Et une fois, je suis à Tel Aviv, je parle avec une collègue israélienne qui travaille sur un ostracon qui, lui, a été découvert il y a très 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 longtemps et dont ils ont fait de nouvelles images multispectrales, etc. Et donc, elle le redéchiffre et elle me dit, écoute, j'aimerais te montrer un truc parce que là, j'ai l'impression de déchiffrer au début les premières lettres, Aleph, He, Bet, Kaf,
Ohafra, ton bien-aimé, mais c'est la première fois que je vois ça, est-ce que tu penses que c'est correct? Et je lui dis, mais bien sûr, nous, on l'a plein de fois dans la collection Yeselzon, d'où vient cet ostracon, donc le collectionneur qui a ça. Et donc, c'est très intéressant parce que à partir du moment où ces ostracas arrivent sur le marché des antiquités, d'abord c'est du pillage, c'est pas bien, ou pire encore, ça peut être des faux. Et donc, quand moi je travaillais sur ces ostracas, j'avais vraiment des collègues qui me disaient, t'es sûr de l'authenticité quand même? Parce que bon, tout ça, d'un seul coup, 400 ostracas, ça quand même, alors que c'est plus du double de tout ce qu'on connaît déjà. Donc ça va tripler au total le nombre. Enfin, c'est phénoménal. Tous ces ostracas, c'est la plus grande découverte pour l'hébreu ancien depuis les 50 dernières années, si vous voulez. Enfin, je veux dire, donc c'est une découverte majeure en disant, t'es sûr qu'il n'y a pas des faux. Et donc, grâce à ça, grâce à ce Ohafra qu'on a là, on a la preuve que ce ne sont pas des faux, puisque un faussaire, c'est des ostracas qu'on a, nous, depuis 20 ou 30 ans. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler dessus, j'étais doctorant, donc ouais, ça ne rajeunit pas. Donc c'est sûr que ça fait très longtemps qu'on les a. Donc ces ostracas, on les a depuis bien avant que cette collègue israélienne découvre cette formule de salutation sur un ostracon qui, lui, a été trouvé lors de fouilles archéologiques régulières, etc. etc. Autrement dit, si ça avait été un faussaire, il n'aurait pas pu inventer une formule de salutation dont on ne connaissait pas l'existence et qui se retrouve ensuite attestée dans un ostracon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un des rares cas où on peut prouver l'authenticité d'un objet qui vient du marché des antiquités. En général, on ne peut jamais prouver l'authenticité. On peut dire, écoutez, il a l'air bien, il n'y a pas de problème. Mais là vraiment, voilà, avec cette formule de salutation au Afra, eh bien, on a, voilà, un faussaire n'aurait pas pu deviner que cette formule de salutation existait. Elle était inconnue à l'époque où ces ostracas sont arrivés chez ce collectionneur. Donc voilà, je voulais terminer le semestre avec cette petite anecdote fort sympathique et vous mettre au parfum. Donc vous voyez là, vous êtes au courant, en avant-première, en exclusivité, presque un scoop, de dire voilà, 600 ans avant notre ère, on pouvait, quand on écrit une lettre à quelqu'un, commencer sa lettre en se présentant comme étant l'ami de cette personne, celui qui aime cette personne, ton ami, Shelem Yahu, Ohafra, Shelem Yahu, et aussi le fait qu'on pouvait avoir des maires de lecture, café, un suffixe café, dont on n'imaginait pas que ça pouvait exister déjà 600 ans avant notre ère. Donc voilà, vous voilà au fait des toutes dernières découvertes d'Hébreu ancien. Vous êtes des pros et des spécialistes. Bon, ça m'a fait très plaisir de vous accompagner ce semestre pendant ce cours d'Hébreu avancé. Et j'espère vous avoir fait profiter justement du mieux de l'état de la science, comme on dit, pour que vous puissiez être les meilleurs parmi les meilleurs en hébreu ancien. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir à continuer à travailler cette belle langue et les textes, bien sûr, qui ont été rédigés en hébreu ancien. Je vous reste à votre disposition si vous avez des questions d'ici l'examen. Et sinon, on se retrouve ici ou ailleurs avec grand plaisir.